Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo à nouveau d'une disparition très inquiétante. C'est une disparition dont le dossier a été repris par l'ARPD en 2017, donc l'association de recherche aux personnes disparues pour laquelle je suis bénévole. Vous allez voir, c'est un dossier vraiment inquiétant, très étrange, surtout quand on connaît les éléments qu'on a en notre possession et quand on connaît la personne qui est disparue. Encore une fois, là je vais parler d'une disparition qui est très peu médiatisée, donc je suis sûre que vous en avez pas entendu, ou en tout cas la plupart d'entre vous l'ont pas entendu. Et la famille se bat maintenant depuis plus de 8 ans, tous les jours, pour avoir une réponse à leur question: où est passée Julie? Et il faut savoir que malgré l'apparition d'un nouvel élément, l'enquête reste close aujourd'hui. On se retrouve juste après ça. Avant de commencer ma vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager. J'ai vu que beaucoup de personnes abonnées n'avaient pas activé la cloche, donc n'hésitez pas à le faire. Ça m'aide beaucoup dans le référencement de mes vidéos et surtout ça peut aider à la visibilité de ces disparitions inquiétantes. C'est le but de mes vidéos en premier lieu. Comme d'habitude, je vais vous parler du contexte, très important je pense, et qui peut aider en fait dans ce type de disparition à comprendre le contexte de la disparition et de voir si justement ces éléments du passé ou ces éléments de vie influent sur sa disparition et sur les théories qu'on va envisager. Julie, à l'époque des faits, donc en 2013, elle a 26 ans. Julie, c'est une jeune femme qui est pas très grande, 1m61, brune, qui a la joie de vivre. Sur toutes ses photos, elle a un super sourire. Elle est très proche de sa mère, de ses amis, de sa famille en général. Malheureusement, pas trop du tout de son père. Ils sont en désaccord et ça la rend même un peu triste. Elle vient de la région d'Auxerre. Elle a un changement de vie un peu qui s'opère, c'est-à-dire qu'elle en a marre de la société de consommation et qu'elle veut vivre tranquillement en s'éloignant de tout ce qui est ville, consommation, tout ça. Elle a même dit à sa mère qu'elle avait pour but d'acheter un petit terrain sur la côte basque. Son but, c'est vraiment de s'éloigner de tout ça, de la société actuelle, de vivre peut-être un peu en marge de la société. Elle est décrite comme un peu atypique, débrouillarde, indépendante. D'ailleurs, elle avait décidé, à la suite d'avoir perdu presque toutes ses affaires dans un incendie, dans un corps de ferme familial, de partir 2 mois en Amérique latine en 2013, juste avant sa disparition. Elle a fait ça toute seule, très indépendante, elle a adoré ça et il n'y a eu aucun souci. Donc ce qu'elle s'est dit en rentrant, je vais terminer tranquillement les vacances et ce que je vais faire, c'est que je vais partir avec ma voiture et puis je vais descendre dans le sud de la France et faire un petit road trip. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la van life. Bon, elle le faisait avec sa voiture qui était un break, une Renault 21 Nevada. Donc elle n'avait pas réellement adapté comme un van, c'est-à-dire qu'elle avait simplement baissé la plage arrière de sa voiture, elle avait mis un matelas et puis elle dormait là, c'était assez confortable, puis elle se baladait avec toutes ses affaires. Donc généralement dans ce cas-là, il faut quand même être assez proche de ses affaires pour pas trop se les faire piquer. Elle est partie d'Auxerre donc pour ce road trip le 11 juillet 2013 et elle se dirige vers Lacanau en Gironde pour rejoindre son petit ami qui est là-bas. Et ensuite ils se séparent, lui va rejoindre des amis à Nantes et elle continue vers le sud encore un peu plus. On sait pas trop, elle avait dit à sa famille qu'elle voulait aller en Espagne, mais on pense aussi qu'elle voulait aller sur la côte basque. En tout cas, c'est sûr qu'elle voulait aller vers le sud et d'ailleurs on a l'impression dans son périple que je vous mets ici que c'est clairement ce qu'elle voulait faire. Juste avant sa disparition, on est le 18 juillet 2013, elle est dans le sud de la France, plus précisément en Ariège, et plus précisément, elle passe sa soirée à Massat. Massat qui est connu à ce moment-là pour des marchés nocturnes, des concerts, une vie assez sympa, comme on peut l'imaginer en été. Elle passe la soirée là-bas, et le soir, ce qu'elle fait, c'est que elle va dormir un peu plus dans les hauteurs. Elle va garer sa voiture à Port-de-Lers, qui est à 1517 mètres d'altitude, au milieu des montagnes en fait. Généralement, elle contacte sa famille toutes les 2-3 jours, elle reste bien en contact. Donc là, on se retrouve le lendemain, le 19 juillet 2013. Elle est tranquillement le matin avec sa voiture sur le parking du Port-de-Lers, qui est assez touristique parce que quand on passe par ici, c'est quand même joli, les gens s'arrêtent, il y a pas mal de départs de randonnée, il y a un étang pas très loin.
C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de passages, surtout que c'est aussi un passage connu du Tour de France. À 9h30, elle envoie un message à son petit ami, et à 13h, la dernière personne qui va l'avoir vue, c'est un parapentiste qui passe à côté d'elle. Julie essaye d'engager la conversation avec lui, puis lui, ce qu'il va dire, c'est qu'il était pressé, parce que c'est un départ de parapente, je pense qu'il avait été pressé de sauter, donc il n'a pas vraiment continué la conversation avec elle. Ce qu'il a pu dire, par contre, c'est qu'il était environ 13h, et qu'elle était en train de manger en dehors de sa voiture, donc comme un petit pique-nique. Et c'est la dernière personne qui va l'avoir vue. Après ça, plus aucune nouvelle, plus de texto, plus rien. Mais on va pas tout de suite déclarer la disparition inquiétante. Pourquoi ? Parce qu'elle est seule dans sa voiture, qu'elle a peut-être pas de réseau, sa mère a pas trop envie de l'embêter avec des nouvelles intempestives. Elle s'est dit, de toute façon, elle va me redonner des nouvelles. Sauf que malheureusement, ça n'arrive pas, et que 2 semaines après, on commence réellement à s'inquiéter et que la disparition inquiétante va être déclarée. C'est ça le souci, c'est quand on part seul, malheureusement, s'il nous arrive quelque chose, il y a plus de temps entre le moment où on disparaît et le moment où les gens vont réellement se rendre compte et déclarer la disparition inquiétante et entamer du coup les recherches. À ce moment-là, on commence à faire des recherches, on retrouve la voiture sur ce parking. D'ailleurs, c'est une personne du coin qui va voir cette voiture garée depuis un moment, qui commence à s'en inquiéter, qui va en parler rapidement. Et c'est comme ça qu'on la retrouve, la voiture. Mais ce qui est vraiment très étrange, c'est qu'on retrouve toutes les affaires de Julie à l'intérieur, et que personne n'a forcé ou volé les affaires de Julie, ce qui aurait clairement pu être le cas vu que la voiture était là pendant un petit moment toute seule. Il se trouve que dans cette voiture, on va retrouver son argent, ses denrées pour plusieurs jours, sa nourriture, son roadbook, son téléphone portable, son ordinateur, son sac réchaud, ses casseroles et des sandalettes. Donc, un peu toute sa vie finalement. C'est là qu'on commence à se dire, mince, il a dû lui arriver quelque chose, parce que c'est pas possible qu'elle parte sans toutes ses affaires. Sans argent, sans papier, sans nourriture, sans rien du tout. Et sans sa voiture, tout simplement. La voiture qui, surtout à ce niveau-là, est un peu gage de liberté et d'endroits où on veut aller un peu partout. Donc c'est vrai que c'est très très étrange. Donc très rapidement, on commence les recherches. Enfin, très rapidement après la déclaration, je veux dire, parce que malheureusement, il y a quand même du temps qui est passé. Donc il y a quand même des gendarmes qui sont venus faire des grosses battues avec beaucoup de gendarmes. Il y a eu des équipes cynophiles qui ont été déférées sur le lieu de la disparition, mais malheureusement, il y a eu pas mal de pluie en juillet. Il n'y a pas de pistes qui vont être trouvées et flairées par les chiens. Donc malheureusement, les années passent et là, on se retrouve en août 2018 et le dossier va être clôturé faute d'éléments probants ou d'éléments qui permettent de continuer les recherches. Donc 2018, ça fait quand même 5 ans après la disparition de Julie. Donc pour la famille, c'est horrible. Heureusement, la mère de Julie est très soutenue par des gens qu'elle va rencontrer mais qu'elle ne connaissait pas à ce moment-là et que Julie ne connaissait pas non plus. Mais c'est-à-dire que les gens ont été touchés. Par exemple, un monsieur qui, une fois par an, pendant une semaine, va essayer de topographier toute la zone de disparition, d'être sûr de ne louper aucun endroit où Julie aurait pu disparaître aux alentours de son lieu de disparition. Je vous en parlerai un peu plus dans la partie théorie, mais ce que font ces gens, c'est vraiment fou et ça aide énormément la famille. Avec l'aide de l'association, donc Betty, la mère de Julie, elle va faire des demandes pour réouvrir l'enquête, pour explorer certaines pistes qui malheureusement restent vaines aujourd'hui, ces demandes. Elle a ouvert une page Facebook, une association qui s'appelle Notre Cœur pour Julie, qui a pas mal de gens qui la suivent, et elle a ouvert une cagnotte qui à ce moment-là a permis du coup en avril 2021 de payer les honoraires d'un avocat. Donc depuis avril 2021, elle a un avocat qui travaille sur le dossier pour l'aider à faire réouvrir cette enquête. On va faire une petite pause. Dites-moi dans les commentaires les théories qui pour vous seraient le plus probables avec les éléments que je vous ai donnés. Rien qu'à ce niveau-là, pour moi, il y a 2 théories qui peuvent être plus probables que d'autres, mais vous allez voir qu'on a quand même des éléments qui vont arriver et qui vont corroborer avec certaines de ces théories. Donc il y a encore plusieurs théories qui sont probables, mais je vais vous dire toutes les théories qui peuvent être envisageables aujourd'hui. Tout d'abord, on peut parler d'une disparition volontaire. Vous avez l'habitude avec mes vidéos. Généralement, quand les personnes disparaissent avec peu d'informations, c'est toujours les mêmes théories qui apparaissent. Mais là, on est dans un cas particulier. Donc, la disparition volontaire, ça pourrait être très probable, vu qu'elle avait envie, Julie, de changer un peu de cadre de vie. Après, c'est très peu probable qu'elle donne aucune nouvelle à sa mère, à ses amis, à sa famille avec qui elle s'entend bien. C'était une bonne vivante, elle avait aucun souci avec eux spécifiquement. C'est juste une personne qui aimait bouger, mais elle s'entendait extrêmement bien. D'ailleurs, on peut le voir sur les photos, qu'il y a une bonne cohésion, qu'elle est proche de sa famille, de ses amis et qu'elle est tout le temps souriante. Il y a plusieurs témoignages qui disent l'avoir vue sur le chemin entre le lieu de disparition
et la côte basque. Elle ressemblerait à une sans domicile fixe qui se ferait appeler Charlotte. C'est possible, même si c'est un peu bizarre que du jour au lendemain elle laisse toutes ses affaires comme ça sans aucune raison apparente. Il y a des recherches qui ont été faites à ce niveau-là et malheureusement on n'a pas retrouvé la trace de cette sans domicile fixe et aucune trace à ce jour maintenant d'autres témoignages qui parleraient de la présence de Julie dans cette petite ville qui s'appelle Boulogne-sur-Gesse en Haute-Garonne. Comme deuxième piste, toujours le même type de piste, la piste de mettre fin à ses jours qui a très rapidement été écartée, tout simplement parce que Julie avait beaucoup de joie de vivre, elle avait des projets et c'était en aucun cas une personne qui avait des idées noires ou des idées de mettre fin à ses jours. Dans les mains de Marjorie, la photo de Julie, sa meilleure amie disparue en Ariège l'été dernier. La dernière fois que je l'ai eue donc au téléphone, c'était à peu près un mois avant qu'elle disparaisse, au mois de juin, quand elle m'annonçait qu'elle allait partir dans le sud-ouest en vacances. Et donc on avait décidé de se voir en septembre. Et à ce moment-là, en juin, elle était très contente, ravie de partir, vraiment pleine de vie, pleine de projets. Par contre, il y a une piste qui a été travaillée et qui aurait pu être très probable, c'est la piste de la secte. Parce que dans ces échanges par mail, sa mère a retrouvé un échange bizarre avec une responsable d'une secte en Belgique. Elle s'est dit, probablement, peut-être que cette personne a des informations. Les enquêteurs sont allés carrément en Belgique pour aller discuter avec le responsable de cette secte et ont fermé du coup cette porte qu'ils ont considérée comme impossible au vu des éléments qu'ils avaient à ce moment-là. Ça aurait pu être une bonne piste, mais c'est vrai que le timing ne correspond pas trop. Ça aurait été bizarre qu'elle laisse toute sa voiture, qu'elle aille vers le sud, qu'elle ait prévu un peu de faire la fête, alors que quand elle est dans une secte, c'est plus justement sectaire, renfermé. Là, on est sur plutôt des rencontres qu'elle a envie de faire, elle a envie de discuter avec des gens, elle a envie de faire la fête, elle a envie de juste un été festif. C'est vrai que ça correspond pas trop au niveau timing. Après, pourquoi elle était en contact avec elle, on ne sait pas trop. En tout cas, niveau timing, ça ne correspondait pas du tout avec cette piste-là, qui a été du coup fermée. Et là, on va arriver aux deux pistes qui pour moi sont le plus probables. La première piste qui est évidemment l'accident en montagne, je pense que vous y avez pensé aussi. Surtout que j'ai parlé d'une histoire d'Esther Dingley, l'anglaise qui malheureusement l'année dernière a été retrouvée morte dans les Pyrénées, alors que c'était une randonneuse chevronnée, probablement était victime d'un glissement de terrain, un accident, et elle est malheureusement décédée suite à une chute d'une falaise. Et on peut se dire que c'est ce qui lui est arrivé aussi à Julie, qu'elle ait voulu se balader aux alentours. C'était un très bel endroit et il est très probable aussi qu'elle ait voulu partir sans aucune affaire, qu'elle s'est dit juste je vais faire un petit tour, soit qu'elle se soit perdue, soit qu'elle soit tombée d'une falaise. Il y a également des grottes, c'est un terrain calcaire, donc on se dit peut-être qu'effectivement il lui est arrivé malheur et que on ne retrouve pas le corps aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est immense et que son corps a pu glisser dans une grotte ou elle a pu se réfugier dans une grotte alors qu'elle était blessée et que malheureusement elle a succombé à ses blessures. Qu'est-ce qui corrobore aussi le fait qu'elle ait pu partir en randonnée ce jour-là, ce jour de sa disparition, ce 19 juillet 2013 ? Tout simplement, alors je vous avais dit qu'elle avait envoyé un dernier message à son petit ami à 9h30 le jour de sa disparition, et à 9h30 effectivement elle avait envoyé « c'est pas la chaleur de Lacanau ici, pour grimper dans la montagne c'est mieux ». Peut-être que du coup elle envisageait de se dire qu'elle allait se balader à la fraîche en montagne. De plus sa mère disait qu'elle aimait pas emprunter des sentiers de randonnée et qu'elle aimait plutôt se balader en forêt, donc il est probable aussi qu'elle soit sortie des sentiers communs des randonneurs et qu'elle soit disparue en dehors des sentiers, qu'il soit arrivé quelque chose en dehors des sentiers et c'est pour ça que personne ne l'aurait repérée. Donc cette piste est envisageable mais de moins en moins envisageable au fur et à mesure des années, sachant que tous les ans il y a des recherches très poussées qui sont faites. On peut les suivre d'ailleurs sur la page Facebook de l'association Notre Cœur pour Julie. On voit très bien tout ce qui est fait, les chemins qui ont été tracés. Il y a des interviews qui expliquent bien comment ils envisagent ces recherches, donc ces bénévoles qui font ces recherches-là. Ils ont même acheté un drone pour pouvoir évaluer les terrains qui sont très peu praticables, qui sont dangereux, ou même des grottes qui sont inaccessibles. Chaque été, Philippe et David explorent minutieusement le port de l'Hers où a disparu Julie Michel. Cette jeune Auxerroise, 26 ans au moment des faits, n'a plus donné signe de vie depuis juillet 2013, ne laissant derrière elle que sa voiture retrouvée sur ce parking. Ces deux bénévoles continuent de ratisser la zone, relief après relief. Les deux hommes examinent la zone à pied ou à l'aide d'un drone pour sonder les zones inaccessibles ou dangereuses. Il est venu 90 gendarmes un jour et 70 le lendemain. Ils n'ont pas exploré les gouffres, ils n'avaient pas de matériel spéléo, ils ont pas fait. Il y a des choses qu'ils n'ont pas faites, donc on complète. On a établi des plans de recherche chaque année pour vérifier et lever l'hypothèse à chaque fois de l'accident. Parce que notre but, bien évidemment, c'est pas de trouver des indices, et c'est surtout de lever le fait qu'il n'y ait surtout pas d'indices et qu'elle ait pu partir ailleurs. Si toutefois on peut aller dans ce sens-là, la famille sera totalement soulagée.
Pour le moment, aucun indice, aucune présence de Julie n'a été détectée grâce à ces recherches. Ils pensent plutôt justement conforter la famille dans le fait que Julie n'est pas présente dans le lieu dans lequel ils font les recherches. Après, c'est très probable aussi qu'ils retrouvent une trace de Julie, mais c'est probable aussi que non. Donc les dernières recherches ont eu lieu en novembre 2021. Ces personnes-là ont fait appel à des spéologues, ont fait appel à des associations pour les aider à rechercher du coup des traces. Par contre, j'ai également vu dans les commentaires que l'étang de Lers, qui est vraiment pas très loin du port de Lers, du coup du parking où était garée Julie, n'a pas été sondé. Alors pourquoi ? Ça pourrait paraître vraiment bizarre. C'est tout simplement que cet étang où la baignade est interdite est très peu praticable, c'est-à-dire qu'un plongeur qui avait voulu plonger dans cet étang, il s'est retrouvé très rapidement à 2 mètres sous l'eau avec énormément de vases, vraiment des températures glaciales et donc très peu praticables, avec aucune visibilité, sachant qu'aussi apparemment il y a de l'eau qui s'écoule à travers un trou et qui ressort à un autre endroit. Ça a été vérifié par un colorant parce qu'ils ont coloré cette eau-là. Donc c'est vrai que pour moi ce serait peut-être envisageable, s'il y avait les moyens mis en œuvre, de faire des recherches dans cet étang. Ça fait maintenant plus de 8 ans, je pense que ce serait intéressant de continuer à faire des recherches ici et de continuer effectivement les recherches que font chaque année ces bénévoles. Ces gens donnent vraiment de leur temps pour rechercher, pour faire des randonnées quand même assez compliquées et évaluer un petit peu toutes les possibilités du terrain qu'entoure le lieu de la disparition de Julie. Donc pour moi, c'est une théorie qui est très envisageable, mais il y a une deuxième théorie avec l'élément qui fait que normalement on pourrait réouvrir le dossier mais qui n'est toujours pas réouvert aujourd'hui. C'est une théorie criminelle. Pourquoi est-ce que cette théorie est envisageable ? Tout simplement, en 2018, juste avant la clôture du dossier, donc juste avant août 2018, le dossier a été clôturé le 2 août 2018, juste avant cette clôture, il y a une dame qui a contacté l'association, donc l'ARPD. Cette femme aurait accusé un jeune homme qui aurait dit à ses amis qu'il avait fait une connerie et qu'il aurait transporté un corps de l'Ariège. Il y a eu des faux témoignages. Betty, elle croyait pas spécifiquement à ces témoignages-là, donc Betty, la mère de Julie, mais il se trouve qu'il y avait quand même énormément de détails et elle s'est dit qu'il fallait creuser de ce côté-là parce que ça paraissait très très étrange. Elle a d'ailleurs l'information, au moment de la disparition de Julie, il y a plus de 2000 téléphones qui ont borné. Elle voulait vérifier si un de ces téléphones correspondait au jeune homme qui était accusé par la dame justement. Ça n'a pas été fait parce que, comme je vous ai dit, l'enquête n'a toujours pas été réouverte. Pourtant, il avait été dit que s'il y avait eu un nouvel élément, l'enquête serait réouverte, mais pour le moment, on est... Là, le témoignage date de 2018, on est en 2022, l'enquête, en tout cas à ma connaissance, n'a toujours pas été réouverte. Ce serait probable, même si le lieu où a disparu, donc le parking du col de Lers où a disparu Julie en 2013 est très fréquenté, il est probable que quelqu'un ait observé que Julie était là et si elle est restée, si elle s'est baladée dans un coin, si quelqu'un l'a suivie, il est probable que pendant une de ses balades, il l'ait agressée, que malheureusement elle soit peut-être décédée de ses blessures ou alors qu'il la séquestre, on ne sait pas, et qu'il est embarqué avec lui pour soit faire disparaître Julie ou soit faire disparaître son corps. Ça a pu arriver même en fin de journée où il y a beaucoup moins de visibilité parce que c'est vrai qu'il y a quand même l'enquêteur ARPD qui est allé sur place et qui s'est rendu compte que c'était en journée, qu'il y avait énormément de passages et que comme c'était un espace assez ouvert, c'est compliqué de se dire que quelqu'un aurait pu être agressé sans que personne ne réagisse. Mais ça reste quand même très probable si c'est en fin de journée. Donc voilà ce qui est des pistes aujourd'hui. Il y a quand même des choses que Betty, du coup la mère de Julie, déplore, notamment elle ne sait pas si l'ADN de Julie a été transmis aux autorités espagnoles, parce qu'on ne sait pas si finalement Julie est passée du côté espagnol. Après, pour passer du côté espagnol, elle aurait pas pu passer par le col de Lers parce qu'il n'y a pas de passage à ce niveau-là, donc elle aurait dû rebrousser chemin. Finalement, on ne sait pas trop pourquoi elle est allée au col de Lers. Moi, je me dis que peut-être tout simplement, elle savait que c'était un endroit au milieu de la montagne, qu'il y avait un étang, c'était pas mal en dehors justement de tout le brouhaha d'une ville. Je me suis dit peut-être qu'elle voulait se poser là, qu'elle voulait passer la journée tranquillement à faire des petites balades et repartir le soir. Encore une fois, on ne sait pas si elle est partie du côté espagnol, si elle est partie du côté basque. Moi, je penserais plus, peut-être au vu de ce que la mère a dit, qu'elle est partie du côté basque. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'elle voulait s'acheter un terrain sur la côte basque, donc je me dis peut-être que elle voulait aller en repérage. Mais en tout cas, c'est vrai que on ne sait pas si l'ADN a été vérifié au niveau des corps qui ont été retrouvés côté espagnol, ce qui pourrait aider aussi à la recherche. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été faites, mais qu'on n'est pas allé vraiment en profondeur finalement, et que quand on apporte des témoignages, des nouveaux éléments qui sont quand même peut-être probants ou peut-être pas, on ne sait pas. J'ai l'impression qu'on lâche l'affaire à un moment, puis on se dit ben voilà, c'est fini, on n'a plus de nouvelles, et puis si on retrouve pas le corps, et ben
tant pis. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont en attente pendant des années, comme cette maman Betty, qui est heureusement soutenue par pas mal de gens, mais plus je fais ce type de disparition, plus je me dis mais ça doit vraiment être horrible finalement, parce que nous on en parle sans avoir le vécu, et je trouve ça fou, je trouve ça dur, très compliqué, et je trouve que les familles restent très dignes et forcent vraiment le respect. C'est pour ça que je suis très fière toujours de faire partie de cette association qui accompagne les familles des disparus en leur donnant des conseils, comme je vous en avais parlé plusieurs fois. Donc si vous voulez voir un peu ce que fait l'association, je vous en parlerai sûrement dans un prochain live Twitch. D'ailleurs, en parlant des live Twitch, on se retrouve dimanche pour mon premier live Twitch vers 18h. Je vous tiendrai au courant sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, sur Twitter également, sur ma chaîne Twitch évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour 2 prochaines vidéos. En tout cas, on envoie tout plein de force à Betty, à toute la famille et tous les proches de Julie. On espère qu'il y aura des nouvelles informations, que comme d'habitude on puisse relancer l'enquête, ce serait vraiment le mieux. Pour le moment, il n'y a pas eu de reportage à la télé, même s'il y avait plusieurs contacts sur TF1, dans Les Yeux d'Olivier, que vous devez connaître aussi si vous suivez les disparitions inquiétantes. Pour le moment, c'est pas encore le cas, mais pourquoi pas essayer de justement faire plus connaître cette disparition à travers ce type de vidéo YouTube, pour que justement cette disparition soit plus médiatisée, qu'on en parle plus dans les médias et que ça réouvre peut-être derrière une enquête. C'est ce qui marche généralement avec les grosses enquêtes criminelles ou les disparitions inquiétantes très très médiatisées. On voit que, par exemple, on va parler de la disparition de Delphine Jubilard, dont je fais un récapitulatif au bout d'un an. Tous les jours, j'ai des notifications, des choses qui changent. On voit que l'enquête n'est pas prête d'être clôturée. Donc, ce serait bien que pour ces disparitions très peu médiatisées, on puisse quand même réouvrir les enquêtes. Donc, si ça peut passer à travers mes vidéos, ce serait vraiment le top. En tout cas, si vous avez des informations, je vous remets évidemment la photo de Julie. N'hésitez pas à contacter soit la RPD, soit l'association directement, Notre Cœur pour Julie. Donc je vous mets évidemment toutes les informations en barre d'infos. Et nous on se retrouve dimanche pour mon live Twitch et la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.